démarrer le cours, donc l'étiquette pour ce cours, c'est que dès qu'il y a une question, levez la main. Puis à ce moment-là, je m'arrête, je prends la question et puis je réponds. Vous me faites signe pour les questions. Parce que je vais exposer le cours. S'il y a une question, donc vous m'arrêtez pour que je puisse prendre la question et répondre. Pour ce cours, on va présenter le programme provisoire pour l'instant, mais ça peut changer au cours des séances. J'espère que tout le monde est là, vous m'écoutez très bien. Je vais partager le programme avec vous. Et aujourd'hui, on va surtout voir l'introduction à la géotechnique. Pour certains, ce sont des révisions, mais pour d'autres, ce sont des nouvelles notions. Je vais partager mon écran rapidement avec vous pour qu'on puisse voir le programme visé pour ce cours. Voici les objectifs prévus pour ce cours de géotechnique. Tout d'abord, on va voir les caractéristiques physiques des sols. À travers ces caractéristiques, on va voir les classifications des sols, que ce soit les différentes classifications qu'on a vues, la classification triangulaire, Casagrande, LPC, USC, bon, en termes de résumé pour ce cours, en termes de révision. Après, on va voir les caractéristiques des matériaux de construction, mais les matériaux routiers, parce que c'est important de savoir en géotechnique quels sont les différents types de matériaux qu'on rencontre, surtout en Haïti, dans ce domaine. Ensuite, on va voir la circulation de l'eau dans le sol, c'est important. La circulation, comment l'eau circule dans les sols saturés et dans les sols non saturés également. Après, on va voir les notions de contraintes. C'est très important pour voir les différents cas qu'on va retrouver dans la littérature et voir comment aborder ces types de contraintes et les différents calculs qu'on peut faire. Et on peut même utiliser dans ce cas de figure le logiciel GeoStudio pour pouvoir faire des calculs, que ce soit avec slope et avec SIP en termes de notion de contrainte dans le sol. Comme autre point qu'on doit voir également, c'est la résistance au cisaillement. Dans ce cas, nous pouvons voir deux essais très importants. C'est le cisaillement direct et le cisaillement triaxial. Mais ce qui est important, c'est voir comment déterminer cette résistance au cisaillement à travers les lois de Moore-Coulomb pour voir les différents cas, que ce soit les variables de Lambert, les variables de Cambridge, etc. Nous allons voir la résistance. On sait que la résistance au cisaillement de sol, c'est très important en géotechnique pour savoir si un sol peut résister à tel type de charge ou tel type de contrainte appropriée. Par après, nous allons voir la compressibilité, le tassement, que ce soit le tassement vertical et le tassement différentiel. Donc, à ce moment-là, nous allons voir les différents droits et théories de Terzaghi et théories de Froelich également. Et nous pouvons même voir un essai qu'on réalise au laboratoire qui donne tous ces aspects, que ce soit l'aspect pression de gonflement, pression gonflement libre, etc. Et les différents aspects à travers l'essai ergométrique. Ensuite, nous allons voir la répartition des contraintes en profondeur dans le sol et voir les différents droits qui sont appropriés pour pouvoir déterminer ces contraintes, que ce soit la loi de Froelich, la loi de Brisbane, la loi de Westergaard, etc. Après, nous allons voir les états de connaissance sur les sols non saturés. Il faut savoir qu'en géotechnique, on distingue les sols saturés et les sols non saturés. En géotechnique classique, on travaille beaucoup plus souvent sur les sols saturés, mais au niveau des recherches, on travaille sur les sols non saturés. On va avoir les différentes notions qui ont été développées pour les sols non saturés et surtout voir le phénomène de succion dans le sol pour pouvoir contrôler la pression et de l'air dans un sol. Et à la fin, on peut voir également la stabilité des pentes. La stabilité des pentes avec les différentes méthodes de calcul, que ce soit les calculs en équilibre limite ou bien les calculs avec des logiciels appropriés en termes de modélisation en éléments finis. Et à travers ces calculs, on va utiliser un logiciel GeoStudio qui va nous permettre de déterminer ces différents calculs. Et ce logiciel est gratuit. Vous allez télécharger ça. On va déterminer les différents cas pratiques dans la littérature pour clôturer ce cours. Ce sont les différentes notions qu'on va aborder pour de géotechnique pour le programme en master 1. Si vous avez des questions sur le programme à suivre, je vous entends maintenant. Sinon, on va commencer directement avec le cours. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va démarrer avec le premier cours. Je vais partager mon écran encore avec vous pour qu'on puisse démarrer avec le cours. Et ce premier cours, ce sont des rappels qu'on va voir sur la géotechnique. Le cours, c'est un cours de géotechnique. Et là, on va surtout voir l'aspect introduction à la géotechnique. Le cours d'aujourd'hui, ce premier cours, c'est un cours d'introduction à la géotechnique. Et nous allons voir beaucoup de révisions pendant ce cours.
Voici les ouvrages de référence pour ce cours. Pour ce cours, nous avons utilisé 4 ouvrages de référence. C'est la géotechnique mécanique des sols, tome 1 de l'Université de Liège, donc de Robert Charlier, 2007. Ensuite, la mécanique des sols, l'Université catholique de Louvain, de Dejager, de 2001. L'autre ouvrage qu'on peut consulter en termes d'introduction à la géotechnique, c'est l'introduction à la géotechnique de Rolls et Kovacs, donc traduit par Lafleur, 2006. Et un ancien ouvrage qu'on peut consulter à la faculté également, c'est le cours pratique de mécanique des sols, tome 1, plasticité et calcul des tassements de Coster et Singuera, de 1983. Donc, ce sont ces 4 ouvrages qu'on peut consulter afin de bien cerner les notions qu'on va aborder dans ce cours. L'objectif de ce premier cours, c'est regarder les caractéristiques physiques, les propriétés physiques des sols et surtout la classification des sols. Il y a les caractéristiques physiques et il y a les caractéristiques mécaniques, mais aujourd'hui, on va voir beaucoup plus les caractéristiques physiques, les propriétés physiques des sols. Et à travers ces propriétés physiques, on va arriver à déterminer la classification des sols. Et ces notions-là, il faut les connaître avant d'entrer d'emblée dans les cours plus approfondis en géotechnique. En termes d'introduction à la mécanique des sols, ou bien plus générale et à la géotechnique, nous allons voir la définition de la mécanique des sols, sa différence par rapport à la géotechnique et les domaines d'application de la mécanique. Qu'appelle-t-on un sol en géotechnique? En termes d'introduction, les sols peuvent être définis comme des agrégats. Donc, en géotechnique, nous allons plus nous axer sur un sol qui est constitué de 3 phases. Dans la formation des sols, comme je viens de dire tout à l'heure, d'où proviennent les sols? Les sols proviennent tout simplement des roches, ok? De la roche mère. Donc, c'est à partir de la roche, à travers des efforts mécaniques qu'on va produire sur la roche, donner le sol. Okay? Dans le sol, on peut trouver des matières organiques, dépendant du type de sol qu'on va avoir. Donc, soit que le sol provienne de la désagrégation de la roche par altération mécanique ou physico-chimique sous l'effet des agents naturels, ou bien par la décomposition d'organismes. Donc, ce sont ces différents types de sols qu'on va analyser à travers la géotechnique de manière détaillée. Je viens de dire tout à l'heure, la roche va nous donner le sol. Dépendant du type de roche qu'on a, on va trouver comme type de sol, par exemple, le gravier, le sable, et dépendant de la décomposition également qu'on va trouver sur la roche, on va trouver des argiles. Donc, c'est pour cela, dans la littérature, on va trouver différents types de sols, les sols à gros grains et les sols fins. Les sols à gros grains, ce sont des sols qui vont uniquement basés sur l'aspect taille des grains, et tandis que pour les sols fins, on va beaucoup plus axer sur la circulation de l'eau dans le sol qui va amener des dégâts dans ce type de sol. Par exemple, pour les argiles, à ce moment-là, on va déterminer cet aspect de l'eau dans le sol. Pour le sol, en termes de conclusion, nous avons vu que dans un sol peut contenir des fragments de roche, des particules d'argile et des matières organiques. Les particules de roche, ces particules-là viennent de la roche mère. Dépendant du type de roche qu'on a, on va avoir tel type de sol. Les particules d'argile, on a vu que dès qu'il y a une certaine décomposition physico-chimique dans le sol, donc à ce moment-là, on va retrouver des particules d'argile. Les matières organiques également, c'est pareil. Donc, lorsqu'on va réaliser des essais sur un sol, on doit enlever ces matières organiques, on doit enlever toutes les impuretés dans ce sol-là pour qu'on puisse réaliser l'essai sur le sol proprement dit. Donc, à ce moment-là, il y a des essais appropriés pour qu'on puisse enlever ces déchets dans ce sol. À partir de cette définition également, nous avons vu que dans ce sol, il y a des vides et dans ces vides-là, il y a de l'eau et de l'air. Et dans ces vides, on peut contrôler ces vides à travers le volume de l'air et le volume de l'eau. On peut, à travers le diagramme de phase, voir le poids de l'eau et l'air. On ne peut pas mesurer le poids de l'air. C'est pour cela qu'en géotechnique, on dit que le poids de l'air est nul. Également, à travers cette définition, que dans les vides, on peut avoir les vides qui sont remplis d'eau et également les vides qui sont secs. Donc, quand les vides ne contiennent pas d'eau, à ce moment-là, le sol est sec. Dans la géotechnique classique, on travaille sur 2 types de sols, le sol sec et le sol saturé. C'est pour cela au laboratoire, on contrôle 2 types d'essais. Soit on va sécher l'échantillon
au laboratoire, à ce moment-là, on enlève tout l'eau dans le sol. Soit on va saturer l'échantillon, à ce moment-là, on met l'échantillon dans le cas extrême, à savoir que lorsque tous les vides sont remplis d'eau. Mais au laboratoire, en géotechnique classique, les parties intermédiaires entre le sol sec et le sol saturé, on n'a pas de contrôle sur ces parties-là. Dans le cas de sol également, lorsque les vides ne sont pas remplis d'eau, à ce moment-là, le sol est partiellement saturé. C'est pour cela qu'au niveau de recherche, on essaie de contrôler cette non-saturation du sol à travers un élément introduit dans la géotechnique, c'est la succion dans le sol. C'est pour cela qu'on doit déterminer que ce soit la pression d'eau, la pression d'air pour pouvoir contrôler la succion. Et la succion, c'est un phénomène très important dans le sol parce que quand il y a la succion, surtout en période sèche, à ce moment-là, la résistance au cisaillement du sol augmente, la capacité du sol à résister augmente. On peut voir qu'un talus, par exemple, est stable quand la succion est élevée et quand on est en période pluvieuse et par exemple, lorsque la succion est faible, à ce moment-là, il y a des pertes de résistance du sol et on peut trouver des dégâts dans le sol. Donc, si tous les vides maintenant sont remplis d'eau, c'est un cas très pratique au laboratoire parce que c'est facile d'injecter ou bien de mettre de l'eau pour pouvoir saturer un échantillon de sol. Et pour tous les sols qui sont au-dessus de la nappe, on va supposer que ces sols-là sont saturés. À ce moment-là, on dit que le sol est saturé. Pour connaître la saturation du sol, il suffit de regarder si tous les vides sont remplis. Et c'est pour cela que dans ce cours, cet aspect est très important. Regardez les sols saturés. Parce que toutes les théories qu'on va voir pour les sols saturés, ces théories-là vont être différentes pour les sols non saturés ou bien pour les sols partiellement saturés. Parce qu'il faut faire cette différence en géotechnique. Dès qu'on parle des sols non saturés, c'est un autre aspect. Toutes les théories simples qu'on va retrouver dans les sols saturés, ces théories-là vont être développées en 3 dimensions pour des sols non saturés. C'est pour cela que ce soit la loi de Darcy, on va dire que pour les sols non saturés, on va avoir la loi de Darcy élargie, la théorie de Terzaghi élargie, tout ça pour faire intervenir le phénomène de succion dans le sol. En géotechnique, on définit le sol le plus souvent en termes de 3 phases, la phase solide, la phase liquide, la phase gazeuse. Et à travers ce sol-là, on a l'élément sol, on a l'eau et on a l'air à contrôler. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Une question, professeur. Est-ce que la notion de saturation du sol est spécifique à travers l'eau? Un sol qui contient des hydrocarbures dans les pores ne sont pas saturés. Bon, la saturation, c'est par rapport à l'eau. Ici, en géotechnique, la définition de saturation dans un sol en géotechnique, c'est par rapport à l'eau. D'ailleurs, pour contrôler la saturation, on contrôle les 3 phases. On a la phase solide, la phase vide et la phase gazeuse. Dans les vides, on dit que le sol est saturé lorsque tous les vides sont remplis d'eau. Il n'y a pas de l'air. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Monsieur, s'il vous plaît, si les vides ne contiennent pas d'eau, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'ils contiennent de l'air? Là, je vous parle en géotechnique classique. On a les 3 phases. On a la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Dans les vides, il y a l'eau et l'air. On retrouve ces 2 aspects. Dans les vides, s'il n'y a pas d'eau, il y a l'air. Et au laboratoire, pour connaître si le sol est sec, on va enlever l'eau. Donc à ce moment-là, on va sécher l'eau et le sol devient sec. Donc si les vides ne contiennent pas d'eau, à ce moment-là, le sol est sec. Si les vides sont remplis d'eau, à ce moment-là, le sol est saturé. On vient de voir les définitions simples en termes de sol en géotechnique. Maintenant, on va voir les définitions assez simples également en termes de mécanique des sols ou bien de géotechnique pour pouvoir aborder les notions. Qu'appelle-t-on mécanique des sols? La mécanique des sols est l'étude des propriétés physiques, hydrauliques et mécaniques des sols en vue de leur application à la construction. C'est une définition assez simple de la mécanique des sols. Dans la mécanique des sols, on a les propriétés physiques. Ce sont ces propriétés-là qu'on est en train de voir là maintenant, pour aujourd'hui. Il y a les propriétés hydrauliques. Ce sont les propriétés qu'on va voir dans les cours après. Les propriétés mécaniques également. C'est ce qu'on va voir lorsqu'on va voir les aspects mécaniques des sols. Et voir tous ces aspects, quelles sont leurs applications à la construction.
Physique, ce sont des paramètres physiques assez simples en géotechnique. Hydraulique, ce sont des paramètres assez simples également, à travers la circulation de l'eau dans le sol, les lois de Darcy, etc. Mécanique, ce sont les aspects de résistance, de tassement et tout ça. Ces trois aspects sont importants en mécanique des sols et c'est ce qui définit la mécanique des sols. La mécanique des sols est donc une science appliquée. On l'appelle aussi géotechnique, mais la géotechnique est plus vaste que la mécanique des sols. Parce que dans la géotechnique, on va avoir la mécanique des sols, la mécanique des roches, un peu l'aspect géologie de l'ingénieur et également l'étude des matériaux. C'est pour cela que dès qu'on dit qu'une personne est un géotechnicien, peut avoir des connaissances sur la mécanique des sols, sur la mécanique des roches, parce que les notions qu'on va avoir en mécanique des sols, ces notions-là peuvent être différentes en mécanique des roches. Il y a la géologie également de l'ingénieur en termes d'application et également les études sur les matériaux, que ce soit les matériaux hydrauliques, les matériaux de chaussée, etc. Tout ça fait partie de la géotechnique. Et de manière générale, la géotechnique. Il y a la géotechnique qui concerne plus ou moins les sols et il y a la géotechnique routière, etc. Dès aujourd'hui, on doit faire une différence assez souple entre la mécanique des sols et la géotechnique. Le travail d'un mécanicien des sols ou d'un géotechnicien se joue en effet sur un ou plusieurs de ces trois volets qu'on va avoir là. Dans la géotechnique, on va regarder la déformation des sols. La déformation des sols, c'est important pour voir comment le sol peut être déformé sous l'effet des contraintes, par exemple les tassements, que ce soit les tassements verticaux, les tassements différentiels. Et il y a des essais géotechniques appropriés pour pouvoir déterminer ces différents types de déformations dans un sol. Il y a également la résistance au cisaillement des sols. Par exemple, que ce soit pour les problèmes de talus, on doit déterminer la résistance au cisaillement pour voir si la résistance mobilisée, s'il y a une résistance stabilisante également, on doit déterminer les différents paramètres et surtout à partir de la loi de Moncoulon, comment déterminer cette résistance au cisaillement. Il y a également des problèmes reliés à l'eau. On sait que l'eau est l'ennemi numéro 1 des sols. On doit déterminer de façon détaillée tous les aspects de la circulation de l'eau dans le sol, comment on peut déterminer que ce soit la perméabilité, que ce soit les pertes de charge, les différentes circulations de l'eau dans les sols fins ou dans les sols pulvérinants, afin de déterminer est-ce que l'eau qui passe dans le sol peut créer des dégâts importants. Ce sont ces trois phénomènes qu'on va avoir dans ce cours: la déformation des sols, la résistance au cisaillement du sol et les problèmes qu'on peut retrouver par le fait que l'eau circule dans le sol. On sait que la mécanique des sols puise souvent quelques notions dans les disciplines connexes, que ce soit la mécanique des roches, la géologie, la géomorphologie, la tectonique, etc., la pédologie. Donc, ce sont des disciplines qui sont connexes et les différentes notions sont liées. Par exemple, il y a différentes lois qu'on voit en mécanique des sols, qu'on peut retrouver en géotechnique, qu'on peut retrouver dans la mécanique des roches et dans les sols non saturés également. Il y a des différentes lois, que ce soit les lois de Terzaghi, les lois de Darcy, les lois de Bernoulli. On peut les trouver en mécanique des sols et également en mécanique des sols non saturés, mais avec des nuances et des paramètres ajoutés dans ces lois ou bien dans ces théories. On sait que la mécanique des sols, c'est une science assez jeune. Les premiers fondements peuvent être attribués à Coulomb. Vous connaissez beaucoup Coulomb en mécanique des sols. Il y a les lois de Moncoulon, surtout, qui est très connu pour pouvoir déterminer la résistance au cisaillement du sol. Et Terzaghi a révolutionné les théories en mécanique des sols et voir toute la théorie en mécanique des sols moderne se base sur les lois de Terzaghi. En mécanique des sols, vous connaissez Coulomb qui a initié ce domaine et ensuite Terzaghi qui a révolutionné ce domaine avec beaucoup de théories pour pouvoir déterminer les contraintes de la circulation dans le sol, etc. Maintenant, les différents domaines d'application de la mécanique des sols. Les domaines d'application de la mécanique des sols sont nombreux et variés.
il concerne la profession des travaux publics ainsi que celle du bâtiment. Donc, dans la mécanique des sols, donc, on retrouve les parties des fondations d'ouvrages ou bâtiments. Les fondations sont importantes parce que pour construire un bâtiment ou bien n'importe quel ouvrage, il faut fonder ça sur le sol. Et à ce moment-là, on doit déterminer la capacité de ce sol à résister par rapport à l'ouvrage qu'on va mettre. C'est pour cela qu'il y a une partie de la mécanique des sols, on étudie les fondations, que ce soit les fondations superficielles et les fondations profondes. Il y a les ouvrages mixtes également, les murs de soutènement, parois, moulées, etc. Les murs de soutènement sont importants, surtout pour les constructions en hauteur. Par exemple, si une personne habite dans les zones de la boule ou bien fait matrice coffre, vous allez voir à chaque construction qu'il y a un mur de soutènement pour pouvoir soutenir le sol en question. Il y a des ouvrages en sol, par exemple, il y a les routes en terre battue, les voies ferrées, les barrages. Les barrages, par exemple, le barrage de Marion, c'est un barrage en terre. Ce barrage construit avec surtout de l'argile compactée, vraiment compactée, peut retenir l'eau et on peut utiliser cette eau pour irriguer ou bien pour créer de l'électricité. Ensuite, il y a les milieux naturels, que ce soit les versants, les berges de cours d'eau ou de retenue, etc. Ce sont des différents domaines d'application de la mécanique des sols qu'on peut toujours aborder dans ce cours. Je pense que dans ce cours, on ne va pas s'attarder sur les fondations. On peut regarder un peu l'aspect des ouvrages mixtes, parce que dans le logiciel qu'on va utiliser, et surtout GeoStudio, ce cours, on peut déterminer les niveaux de soutènement et on peut également déterminer les calculs de fondation. Ça dépend des aspects pratiques qu'on va faire à travers ce logiciel. Donc, encore les domaines d'application de la mécanique des sols. On peut voir, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, les sols qui vont supporter des ouvrages à travers les bâtiments qu'on va construire. On doit mettre ces bâtiments sur un sol. Et dépendant du type de bâtiment, dépendant du type de sol, soit on peut avoir des fondations superficielles si le sol est très résistant. À ce moment-là, on ne va pas pouvoir aller chercher en profondeur le sol résistant. On peut également construire des fondations semi-profondes. À ce moment-là, donc si le sol résistant se trouve un peu en dessous du bâtiment et si le sol résistant se trouve en profondeur, à ce moment-là, on doit réaliser des fondations profondes et le plus souvent, on utilise des puits. Par exemple, ce sont ces trois niveaux-là qu'on peut regarder lorsque le sol supporte des ouvrages. On peut avoir également les sols qui sont supportés par des ouvrages. Lorsque le sol est en pente, on doit construire des murs de soutènement, par exemple, pour pouvoir soutenir et supporter ce sol-là. Si on va du côté de la boule, dans des zones à pente, on voit le plus souvent des murs de soutènement pour pouvoir supporter le sol en question. On peut également voir que les sols qui sont des ouvrages, c'est-à-dire que, par exemple, à Marion, le sol, on le considère comme un ouvrage parce que c'est le sol, le barrage qu'on a construit, c'est un barrage en terre. Donc, on utilise de l'argile compactée pour pouvoir contenir l'eau et utiliser cette eau, que ce soit pour l'irrigation ou bien pour de l'électricité. Les barrages en terre sont très connus dans certains pays, que ce soit au Brésil, bon, maintenant en Haïti, on avait un projet pour construire environ une vingtaine de barrages en terre dans le pays. Donc, c'est un projet qui tombe à l'eau, malheureusement. Mais c'était un très bon projet pour pouvoir réaliser des barrages et utiliser de l'argile très compactée, imperméable, pour pouvoir réaliser ça. Et en plus, le sol, on les trouve dans les zones où on va construire ces barrages-là, on va trouver directement ce sol en question. S'il y a une question sur cette partie. Pas encore. Maintenant, encore les domaines d'application de la mécanique des sols. On a vu qu'on a des problèmes de mouvement de terrain en mécanique des sols. Ces problèmes-là sont très importants à analyser et ça fait intervenir les phénomènes de risque qu'on peut trouver dans ce domaine, que ce soit les risques de mouvement de terrain, les risques d'inondation, les risques de sismicité et tout ça. Ça peut être englobé dans un aspect de géotechnique global. Et on peut voir cet aspect mouvement de terrain, par exemple les chutes de blocs, les chutes de pierres, les éboulements. Ça fait partie des domaines d'application de la géotechnique et de la mécanique des sols. Les glissements de terrain qui peuvent être permanents ou spontanés.
on peut les étudier en mécanique des sols également, ça fait partie de ce domaine. Il y a les laves torrentielles et les coulées de boue, on peut les analyser également. Et les phénomènes d'affaissement et effondrement à analyser en termes de domaine d'application en mécanique des sols. Donc, c'est à ces trois aspects-là, on peut les analyser dans ce cours, que ce soit les chutes de pierres et de blocs, et le glissement. On a vu dans le cas de tremblement de terre, que ce soit le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et le tremblement de terre du 14 août, il y avait beaucoup de glissement de terrain, parce que c'est un phénomène assez important. Lorsque on a une pente, on a des problèmes d'accélération dans le sol. À ce moment-là, si on va déterminer ça avec le logiciel GeoStudio, on va voir que ça va accélérer une perte de résistance dans le sol qui va amener à la déstabilisation de ce sol. Ensuite, les laves torrentielles et les affaissements. Les affaissements, c'est un phénomène qu'on voit le plus souvent lorsqu'il y a des cavités dans le sol, ou du moins s'il y a une exploitation en dessous et que les gens viennent construire en surface et puis le sol en dessous ne peut pas supporter cette charge et on voit à ce moment-là qu'il y a un phénomène d'affaissement et effondrement. Tout ceci, ce sont des domaines qu'on peut voir dans la géotechnie. En termes d'exemple, voici les chutes de pierres et voici les pierres qui sont en dessous, qui sont mobilisées et qui sont parties de là-haut pour arriver jusqu'en dessous. Là, ce sont des phénomènes de chute de pierre et des problèmes de glissement de terrain, mouvement de terrain. Ceci, c'est à mon hôpital. Donc, on a un problème de menace de glissement de terrain. Toutes les constructions qu'on voit ici sur cette pente-là vont constituer des surcharges. Et dès qu'il y a un problème, donc on peut voir que toute cette pente peut partir. C'est le phénomène courant et c'est tout près de nous, à mon hôpital à Pétionville. Là, c'est lave torrentielle, c'est au niveau du sud-est. On peut retrouver ces phénomènes de lave torrentielle. Donc ici, c'est un phénomène d'affaissement et effondrement. On voit que là, dans une ville, dès qu'il y avait une exploitation en dessous, les gens viennent construire au-dessus. Dès qu'il y a une grande construction, on voit que tout peut partir à partir d'un effondrement ou bien d'un affaissement du sol. Et c'est un phénomène très courant qu'on peut déterminer en sismicité, surtout en sismique réfraction, parce que lorsqu'on va réaliser des sismiques réfractions dans le sol, on va voir que les zones vont contourner la cavité, et c'est à ce moment-là qu'on peut déterminer, détecter les cavités qu'on va retrouver en sous-sol. C'est pour cela que l'essai sismique réfraction est très important en géophysique pour pouvoir déterminer cet aspect géotechnique. À ce moment-là, on réalise les dromoconiques et on va voir que quand l'onde de dromoconique arrive sur la cavité, ça ne va pas traverser la cavité dans le sous-sol, ça va uniquement arriver là où il y a la cavité, puis ça va contourner la cavité dans le sol. Donc, l'essai sismique réfraction est très important pour un géophysicien accompagné d'un géotechnique pour pouvoir déterminer si, ou bien pour pouvoir détecter s'il y a une cavité pour éviter le phénomène d'affaissement et effondrement. Dans le temps, je savais réaliser les essais sismiques réfraction et une fois j'ai été réalisé à Debussy un essai de sismique réfraction pour le réservoir là-haut. On avait constaté à partir de cet essai la cavité qu'on va retrouver dans ce sol. C'est tout pour les domaines d'application. S'il y a des questions pour les domaines d'application, les différents domaines, on voit de manière superficielle différents aspects, différentes théories. Mais probablement, pendant le cours, on va aborder ça de manière détaillée pour certains aspects. S'il y a des questions, je les prends pour passer aux essais d'identification et classification des sols. Une fois arrivé sur le terrain, sur quoi on va baser pour dire qu'il s'agit de lave torrentielle? Directement pour un géotechnicien, dès qu'il y a un dépôt, on voit qu'il y a des laves, des graviers qui arrivent, donc on peut attribuer ça à une lave torrentielle. Donc si on a le temps, je peux vous passer une vidéo pour vous montrer comment il y a les laves torrentielles et les coulées de boue, c'est-à-dire qu'on doit avoir un charriage, on doit avoir une pente et on doit avoir des matériaux qui sortent de cette pente-là pour arriver en dessous. Donc c'est ça les laves torrentielles. Donc là, on voit que les matériaux sortent de là-haut, de la pente, et ensuite ça descend, et il y a un charriage qui se fait et ça va constituer un dépôt en dessous. Oui, monsieur, est-ce que ce cours a également un aspect pratique? Tous les cours de géotechnique ont un aspect pratique.
on ne peut pas faire la géotechnique sans la pratique. La géotechnique, c'est pratique. Ok, d'accord, merci. Ce n'est pas de la théorie seulement. On fait la différence entre la géotechnique et les autres matières parce que sans la pratique, on ne fait pas de la géotechnique. Vous parlez de glissement de terrain permanent. Dans ce cas, comment on va considérer cette permanence-là? Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Et j'ai parlé de glissement de terrain permanent et glissement de terrain spontané. Spontané, ça se fait d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on voit que le terrain glisse automatiquement quand il y a un phénomène. Quand c'est permanent, on peut voir qu'il y a un mouvement lent qui se fait. Et ce mouvement lent, ça traduit un glissement de terrain permanent. On voit que les pentes, ça descend, on voit que le mouvement continue, mais c'est un mouvement lent. Ça ne fait pas de manière spontanée, rapidement. Donc à ce moment-là, quand on va analyser ces phénomènes sur le terrain, on peut dire que ça c'est un glissement de terrain permanent. Le glissement est là, mais il n'y a pas une déstabilisation rapide sur le terrain. Mais on doit éviter à ce que les gens aillent se construire dans ces zones-là parce qu'il y a un glissement de terrain permanent. Donc, tout ce phénomène-là, on peut les voir en détail. Ça, c'est juste pour introduire tout l'aspect qu'il y a dans ce cours. Mais ce sont des phénomènes qu'on peut voir en détail si ça vous intéresse. Parce que là, on est juste au niveau d'introduction des différents phénomènes. Par exemple, que ce soit pour les chutes de pierre, on peut voir comment les calculer, les éboulements, on peut voir comment les calculer sur le terrain, comment les déterminer, que ce soit pour l'affaissement, comment les déterminer, comment les calculer, quels sont les essais appropriés pour pouvoir déterminer l'affaissement ou bien l'effondrement dans un sol. Les menaces de glissement de terrain, on peut voir comment déterminer les glissements de terrain sur le terrain, les surcharges. Également, les laves torrentielles, on peut voir les calculs, tout ça. On peut voir différents aspects, que ce soit pour les barrages, on peut voir comment déterminer les barrages, on peut voir comment déterminer les murs de soutènement, on peut voir comment déterminer les fondations. Donc là, ce sont des aspects qu'on peut aborder dans le cours. Mais là, on est juste dans l'aspect introduction, on n'entre pas dans les détails. S'il n'y a pas de questions, on va passer à comment déterminer les essais d'identification et la classification des sols. Vous pouvez continuer, il n'y a pas de questions. OK. Maintenant, les essais d'identification et de classification des sols, l'objectif de cette partie, c'est de voir la terminologie de base et les définitions en géotechnique. Regardez les essais d'identification des sols qu'on peut réaliser pour pouvoir identifier les sols. Et ensuite, la classification des sols. Il faut savoir qu'il y a différents types de classification. Par exemple, pour la géotechnique, pour la mécanique des sols, on a quelques classifications qu'on peut aborder dans ce cours. Par exemple, la classification triangulaire, la classification Cassagrande, la classification ISGS, la classification H2. Donc, toutes ces classifications-là, on peut les aborder dans le cadre de la géotechnique classique à partir des paramètres physiques du sol. En géotechnique routière, il y a d'autres classifications. Il y a des classifications qu'on peut déterminer pour pouvoir classer le sol et déterminer le dimensionnement. Et beaucoup d'autres classifications qu'on peut retrouver dans la littérature. L'aspect classification des sols, c'est important parce que c'est la classification qui va nous permettre d'uniformiser l'aspect de sol, que ce soit le sol, on trouve le sol en Haïti ou bien le sol en France ou bien en Chine. À partir d'une classification, le sol peut avoir toutes les caractéristiques appropriées ou bien semblables pour cette classification. C'est un peu pouvoir communiquer l'identité de sol à travers la classification. Donc, dans les éléments de sol, comme on a vu tout à l'heure, nous avons vu le squelette solide. Le squelette solide, c'est la partie solide du sol. Nous avons vu l'eau et nous avons vu l'aspect gaz dans un sol. C'est le sol, comme vous m'avez dit, l'eau et puis l'air. Pour déterminer l'aspect solide, on va voir les effets de taille, et pour déterminer la taille du sol, on doit, en géotechnique, avoir des tamis pour pouvoir déterminer la dimension ou bien la taille des grains. Donc, c'est important de connaître les dimensions des grains, la taille des grains, le diamètre des grains. Dans l'aspect eau, on doit déterminer est-ce que l'eau est libre, est-ce que l'eau est capillaire, est-ce que l'eau est absorbée. Donc, tous ces aspects-là, on va les voir en détail dans les chapitres appropriés à la circulation de l'eau dans le sol, parce que les différents types d'eau, c'est important dans le sol. Et dans l'aspect gaz également, on va avoir l'air et la vapeur d'eau. Donc, c'est important également, lorsqu'on va avoir les sols non saturés, on va entrer dans les détails pour pouvoir déterminer l'aspect air et la pression de l'air, la succion dans le sol et comment déterminer cette succion à travers l'aspect vapeur d'eau et autres dans le sol. Tout ceci est important qu'on peut voir en détail dans ce cours.
Donc, dans l'aspect phase solide, nous avons vu tout à l'heure que la roche, c'est la roche qui va nous donner le sol approprié. Donc, à partir d'une roche, on peut trouver des graviers, des sables, des limons. Donc, à partir de la roche-mère. Donc, quand il y a une décomposition physico-chimique, à ce moment-là, on va retrouver de l'argile. Quand il y a la dégradation physique et mécanique, les roches vont donner des fragments de roches tués le sol. Pour cette partie sol, la taille des grains. Et pour déterminer la taille des grains, c'est à travers la granulométrie. C'est pour cela que cette granulométrie est un essai très important au laboratoire pour un géotechnicien pour savoir quelle est la taille des grains appropriés pour ce sol-là. Quand la taille des grains, par exemple, est supérieure à 80 micromètres, on a un sol brunu. Et quand on est en 2 micromètres et 80 micromètres, on a un sol fin. Et quand la taille est inférieure à 2 micromètres, granulométriquement, on dit qu'on a un sol très fin. Donc, c'est important. Maintenant, là, on était dans la phase solide et on a vu que dans la phase solide, ce sont la taille des grains qui nous intéressent. Dans la phase liquide, c'est les différents types de catégories d'eau qui vont nous intéresser. Nous allons voir l'eau de constitution, l'eau libre, l'eau capillaire, l'eau liée ou l'eau absorbée. Et lorsqu'on va déterminer la circulation de l'eau dans le sol, on va voir tous ces aspects-là. Et ce qui va nous intéresser beaucoup plus dans l'aspect circulation de l'eau dans le sol, c'est l'eau capillaire. Et on va voir en détail l'eau capillaire et comment le déterminer à travers les pressions d'eau. Parce que la pression d'eau est importante pour savoir que lorsqu'on est en dessous de la nappe, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'on est au-dessus de la nappe, qu'est-ce qui va arriver? Et est-ce que le sol continue à saturer au-dessus de la nappe à partir de la frange capillaire? Dans l'aspect gazeux, nous avons deux aspects. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut considérer lorsque le sol est saturé et il faut considérer également lorsque le sol est partiellement saturé ou non saturé. Et quand le sol est partiellement saturé, à ce moment-là, tous les aspects de la théorie classique de mécanique des sols changent parce que ça va faire intervenir le phénomène de succion dans le sol et tous les calculs qu'on va faire, que ce soit en résistance et de cisaillement, on va faire apparaître le phénomène de scission, que ce soit en termes de facteurs de sécurité de la pente, on doit faire intervenir le phénomène de scission. Donc c'est pour cela qu'un sol saturé est très important à aborder. C'est quand on fait la géotechnique et on n'aborde pas les phénomènes de non-saturation, on est un peu limité dans la géotechnique globale. On reste uniquement dans la géotechnique classique avec les sols non saturés ou bien les sols secs, et c'est un aspect très simple en géotechnique. Mais quand on travaille en sol non saturé, on est beaucoup plus complet parce qu'on connaît tous les aspects intéressants en géotechnique et ça vous permet d'aborder mieux les autres notions ou bien les autres domaines connexes à la géotechnique. Donc là, on vient de voir de manière détaillée les trois aspects qu'on va aborder sur les trois parties de sol en géotechnique, qui est composé solide, liquide et gazeuse. On vient de voir cet aspect. On va regarder le diagramme de phase le plus souvent utilisé pour pouvoir aborder cet aspect en géotechnique. Tout d'abord, on va voir le sol dans la nature. Quand on prend un sol dans la nature, on va voir que ce sol est composé de la partie solide, ensuite les vides, et dans les vides, on va retrouver l'eau, puis l'air. Mais pour traduire ça en géotechnique, on va prendre cet aspect naturel retrouvé dans la nature avec l'aspect géotechnique classique en termes de diagramme de phase. On met tout le solide ici, ensuite l'eau, on va traduire l'eau ici, et puis l'air à travers cet aspect. Et dans cette représentation schématique, pour pouvoir simplifier les choses en géotechnique, nous allons considérer les volumes qu'on peut retrouver ici. On a volume de solide, volume liquide et puis volume pour l'air. En revanche, pour le poids, on a le poids des grains, les poids solides, on a le poids de l'eau et pour l'air, on va considérer qu'en géotechnique, que le poids de l'air est l'eau. Ça va nous donner trois phases séparées. Le volume et masse de chacun de ces phases appropriées, on peut traduire à partir de cette représentation schématique les trois phases retrouvées dans le sol. Donc, en termes de caractéristiques physiques, on a vu que les grandeurs mesurables, ce sont les volumes, les différents volumes pour les trois phases.
et les différents poids pour les deux phases. Okay? Ces grandeurs-là, on peut les mesurer. Et pour le poids total, ça va nous donner le poids du sol plus poids d'eau. Pour le volume total, on va trouver les volumes des trois phases, volume solide, volume d'eau, volume d'air. Pour les vides, on va retrouver volume d'eau et volume d'air. Maintenant, pour les caractéristiques physiques, on va distinguer qu'il y a les paramètres dimensionnels et les paramètres adimensionnels. Les paramètres dimensionnels dans les caractéristiques physiques, ce sont les poids volumiques qu'on va déterminer. C'est important pour savoir que quand on a un sol, on doit déterminer les poids spécifiques de ce sol. C'est important. Le poids de l'eau également, le poids de l'air, le poids total qu'on va retrouver dans ce sol. Le poids du sol sec, le poids du sol saturé et le poids du sol déjaugé. Donc, ce sont tous ces poids volumiques qu'on peut déterminer en géotechnique pour pouvoir déterminer les caractéristiques physiques du sol. On peut déterminer les poids spécifiques, gamma S, le poids volumique de l'eau, gamma W, le poids de l'air, gamma A, le poids total, gamma H, ou bien poids humide, le poids du sol sec, gamma D, le poids du sol saturé, gamma SAT, et le poids du sol déjaugé, gamma B. Donc, ça fait partie des caractéristiques physiques à déterminer et ce sont des paramètres dimensionnels qu'on peut aborder en géotechnique. Donc là, c'est en termes de révision, je passe rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque paramètre. Donc, pour ces paramètres dimensionnels, il y a des ordres de grandeur pour chaque type de sol. Par exemple, pour les argiles et les sables, pour le gamma S, c'est toujours compris entre 26 à 27. C'est-à-dire que si on fait un projet géotechnique, on n'a pas de moyens au laboratoire pour pouvoir déterminer ce gamma S, on peut, à travers la théorie ou bien la littérature, donner une certaine valeur pour le poids spécifique. C'est toujours compris entre 26 à 27. Si on n'arrive pas à déterminer ça expérimentalement au laboratoire. Le gamma, on donne des valeurs également, que ce soit pour le sable entre 17 et 20, pour l'argile entre 16 et 22. Le gamma D, le poids volumique sec, on donne des gammes de valeurs également, que ce soit pour le sable et pour l'argile. Pour le gamma SAT également, on donne des gammes de valeurs. Pour le gamma déjaugé, on nous donne des gammes de valeurs pour les différents aspects. Donc, ce sont des notions probablement que vous avez l'habitude de voir déjà en géotechnique. Mais là, on regarde ça en termes de révision de manière globale pour ces différents aspects. Là, ce sont des paramètres dimensionnels. Il y a des paramètres adimensionnels également qu'on peut déterminer en termes de caractéristiques physiques pour les sols, que ce soit la porosité. C'est important à déterminer pour savoir dans les pores la quantité de vide, etc. qu'on peut regarder. Il y a l'indice des vides également dans un sol et il y a le degré de saturation. La porosité, on peut déterminer ça par N égale à volume des vides sur volume total, tandis que pour l'indice des vides, c'est volume des vides sur volume des grains. Donc, on a les vides qu'on a vu dans le diagramme de phase. Voici les vides. Et voici les grains. Donc, on voit que on fait ce rapport, un rapport de ce volume sur le volume des grains. Alors que là, c'est en pourcentage parce qu'on fait le volume des vides sur volume total. Okay? Donc, c'est pour cela que le plus souvent, la porosité, c'est en pourcentage et l'indice des vides, on peut le déterminer, ça va de 0 à l'infini. Donc, voici les ordres de grandeur également, et que ce soit pour la porosité ou bien pour l'indice des vides. Pour le degré de saturation, on prend le volume des vides. Voici le volume des vides qu'on a ici. Mais on regarde seulement le volume d'eau sur le volume des vides. On contrôle la quantité d'eau uniquement sur la quantité des vides. Si la saturation est égale à 1, on est à 100%, donc on dit que le sol est saturé, donc c'est complètement rempli d'eau. Si c'est inférieur à 1, on dit que le sol est non saturé ou bien partiellement saturé. Mais si le SR est égal à 0, on dit que le sol est sec. Il faut savoir que dès maintenant que le sol sec est un produit de laboratoire. Donc on ne peut pas trouver un sol sec dans la nature parce que dans un sol, il va y avoir toujours une certaine quantité d'eau. Donc pour avoir un sol sec, il faut aller au laboratoire, mettre l'échantillon à l'étude à 105 degrés Celsius. À ce moment-là, après 24 heures, on va pouvoir déterminer le sol sec si après, on ne voit pas de variation en termes de masse après peser sur une balance. Le sol sec est un produit de laboratoire. C'est important de savoir ça parce que dans la nature, il n'y a pas de sol sec vraiment. Pour avoir un sol sec, il
faut mettre le sol à l'étuve à 105 degrés Celsius. Donc, il y a des relations entre ces paramètres. Par exemple, pour la porosité et l'indice des vides, donc on peut voir la porosité en fonction de l'indice des vides et également l'indice des vides en fonction de la porosité. On peut, ce diagramme de phase, regarder ce diagramme de phase à partir des paramètres physiques tels que la porosité et l'indice des vides. On peut voir l'indice des vides, c'est en décimal, ça va de 0 à l'infini. La porosité, ça va de 0 à 100 parce que c'est un rapport de volume des vides sur le volume total. Maintenant, toujours pour les caractéristiques physiques pour les paramètres sans dimension, ou bien les paramètres adimensionnels, on a la teneur en eau. La teneur en eau, c'est un essai assez simple, mais c'est un essai très important au laboratoire parce que presque tous les essais dépendent d'une teneur en eau. C'est pour cela quand on va sur le terrain, la première chose à faire, c'est de prendre l'échantillon et si on a les moyens, on peut peser l'échantillon sur le terrain et après, on peut amener l'échantillon au laboratoire pour pouvoir déterminer maintenant la teneur en eau. La teneur en eau sur le terrain est importante et à partir d'une balance seulement, on peut déjà prendre le premier poids de l'échantillon sur le terrain et même s'il y a des variations après, et si on n'a pas de moyens pour transporter l'échantillon de manière hermétique afin que cette teneur en eau varie pendant le transport, on peut prendre déjà une pesée sur le terrain et finaliser ça au laboratoire. Mais c'est un essai très simple, difficile à comprendre parce que en géotechnique, et les gens abordent mal la teneur en eau. Par exemple, pour voir que la teneur en eau, ça s'exprime en pourcentage. Et en réalité, on dit pourcentage, mais c'est une convention qu'on fait sur la teneur en eau. Par exemple, que si on regarde la définition de la teneur en eau, c'est poids de l'eau sur poids du sol sec. Voici poids de l'eau sur poids du sol sec. Logiquement, ça ne doit pas être en pourcentage parce que voici le poids de l'eau, ça n'a rien à voir avec le poids du sol sec. On voit que le poids de l'eau ici, sur le diagramme de phase, et le poids du sol sec, ce sont deux parties différentes. Mais par convention, au laboratoire, on dit qu'on exprime ça en pourcentage. Mais en réalité, dans la logique de la géotechnique, ce n'est pas un pourcentage. Si c'était un pourcentage, ce serait le poids de l'eau sur le poids total. Par exemple, ici, pour la porosité s'exprime en pourcentage parce que c'est volume des vides, voici volume des vides sur volume total. En revanche, pour la teneur en eau, comme ce n'est pas convention, on suppose que c'est en pourcentage, mais c'est le poids de l'eau sur le poids du sol pour pouvoir déterminer. C'est-à-dire qu'au laboratoire, quand on arrive avec l'échantillon, donc on doit déterminer le poids d'eau et ensuite sécher l'échantillon pour déterminer le poids du sol. Il y a différentes relations entre les paramètres physiques. Donc, ces paramètres physiques définissent l'état du sol. Il y a l'état de compressibilité. L'état de compressibilité, on a vu ça, c'est par rapport au poids volumique. La quantité d'eau dans un sol, c'est important, c'est la teneur en eau et la saturation qui va nous donner ça. C'est pour cela qu'on doit déterminer la quantité d'eau dans un sol. Et pour pouvoir déterminer cette quantité d'eau, on doit savoir la teneur en eau. Donc, sur le terrain, dès qu'on prend un échantillon, on fait un prélèvement sur le terrain, on doit connaître la teneur en eau de ce prélèvement. Et presque tous les essais mécaniques qu'on va avoir par après, on doit savoir que pour pouvoir réaliser, pour avoir des données exactes sur l'essai mécanique qu'on va réaliser, la teneur en eau est importante. La teneur en eau, c'est un essai primordial au laboratoire. La quantité de vide également, c'est important pour savoir l'indice des vides et bien la porosité. Et nous avons vu la relation entre les deux, et que ce soit la porosité ou bien l'indice des vides. Voici un tableau qui va nous donner les paramètres connus, les paramètres à déterminer au laboratoire. Et à partir de ce tableau, il suffit de connaître 3 paramètres en géotechnique. Et à partir des relations, des équations, on peut arriver à déterminer les autres paramètres pour pouvoir les calculer en géotechnique. Donc ça, c'est un tableau important, le plus souvent qu'on utilise pour déterminer les différentes données qu'on veut avoir en géotechnique. Il suffit d'avoir 3 paramètres essentiels pour un sol. Ensuite, on utilise les équations nécessaires pour déterminer les autres paramètres. Si on n'arrive pas à déterminer ces paramètres,
expérimentalement au laboratoire. C'est tout pour aujourd'hui. Les autres parties du cours, on va les aborder par après. S'il y a des questions, je les prends. Donc, je pense que c'est mieux d'arrêter dans cette partie-là. En termes d'introduction, la prochaine fois, on va continuer avec les autres aspects, les autres définitions, avant d'entrer d'emblée dans le cours géotechnique pour ce master. Donc, on a abordé, en termes d'introduction à la géotechnique, on a vu beaucoup d'aspects. Donc, on a vu que la géotechnique est assez vaste. Il y a beaucoup de domaines qui rentrent en relation, qui sont connexes à la géotechnique. Nous avons vu le programme assez riche qu'on peut aborder en termes de géotechnique, classique ou bien de recherche à faire également. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine. Merci. On vous attend pour le document et le schéma.